ce thème des collaborations, coopérations, partenariats qui va être développé par nos 3 intervenantes a mis en lumière des choses qui sont importantes, qui sont notamment la place de l'étudiant. Dans le dispositif, on a vu que le mettre au centre, ce n'était pas toujours la place idéale. Et on nous a présenté pourquoi, et pourtant c'est notre usager principal. Et on va voir ici de l'interdisciplinarité interservice au sein de l'établissement, mais qui ne se réduit pas forcément à l'établissement, le but étant simplement de faire un accompagnement le plus efficace possible d'un ou plusieurs étudiants en situation de handicap, sachant qu'ils sont de plus en plus nombreux. Alors, pour cette table ronde, nous avons le plaisir d'accueillir 3 personnes, dont évidemment j'ai mis leur nom sur un tableau parce que je ne m'en serais jamais souvenu, qui sont donc Claire, Fabienne et Karine, qui sont dans l'ordre où elles vont intervenir là. Donc en premier, Claire, parce qu'elle est une des premières à avoir un mode de transport pour repartir, donc on va lui permettre de parler en premier. Et vous voyez que chacune de ces personnes, qui va d'ailleurs se présenter au tout début de sa présentation, est issue d'un service totalement différent et avec une fonction totalement différente. C'est une diversité que nous avons dans nos établissements. On disait tout à l'heure que, par exemple, avec Dominique, nous pensons que la bonne place pour un service handicap, c'est dans le service de la formation. Mais en fait, ce n'est pas si fréquent que ça qu'ils soient dans le service de la formation. Et il y a d'autres bonnes places pour un service handicap dans l'université. Vous en expérimentez sans doute quelques-unes. Alors tout d'abord, je me permets de passer la parole à Claire pour qu'elle se présente et nous présente l'expérience vécue d'un accompagnement réussi ou avec des difficultés d'un ou d'une étudiante en situation de handicap. Alors bonjour à tous, donc je m'appelle Claire Mirbeau, je suis chargée d'insertion à l'Université de Tours, donc pour les publics spécifiques, donc étudiants en situation de handicap ainsi que les doctorants et les docteurs. Donc là je vais plutôt parler pour les étudiants en situation de handicap. Alors c'est avec tous les petits cercles. Tous les petits cercles. Alors, voilà. Dès que je trouve des cercles, j'arrête. C'était avant, je pense, Pierre. Avant, j'y retourne. Ah oui, il n'y en a qu'une. Ouais, il n'y en a qu'une. Moi, c'est basique. Bon, dans tous les cas, je vais continuer. Du coup, moi, j'ai un petit peu quelques particularités, puisque, comme vous pouvez un peu le voir, moi, je fais partie de la MOIP, donc la Maison de l'orientation et de l'insertion professionnelle, mais j'ai aussi une casquette en lien avec le service santé étudiant et une casquette avec la recherche. Donc, je suis chargée d'insertion, mais je dirais aussi d'orientation, puisque mon accompagnement pour les étudiants en situation de handicap, les principales questions, c'est quand même de l'orientation et de la réorientation. Et pour ce faire, nous avons une collaboration assez importante, très prédominante, avec le service santé et plus particulièrement le service handicap, puisque notre service handicap se trouve au sein du SSE. Donc on a une collaboration étroite, on se voit très régulièrement, plusieurs fois par semaine, voire plusieurs fois par jour. Souvent mes collègues, donc elles accueillent par exemple les nouveaux étudiants en situation de handicap au sein de l'université, elles les accueillent une première fois, leur parlent des différents services et des accompagnements qu'ils peuvent obtenir. Et elle me présente également, puisque voilà, je peux accompagner tout le long de leur cursus, que ce soit pour des stages, de l'alternance, des jobs étudiants, de la réorientation et de l'insertion professionnelle. Et souvent, parfois, je me présente, je viens durant ces premiers rendez-vous pour justement me montrer et qu'ils puissent situer qui je suis, pour faciliter justement la communication entre nous. Donc j'en rencontre assez régulièrement, chaque semaine, j'ai entre 6 et 10 rendez-vous sur des questions diverses. Et donc mon rôle, c'est bien sûr, comme je vous ai dit, tout ce qui est question d'orientation et d'insertion professionnelle, mais aussi tout ce qui est les accompagnements qu'ils peuvent obtenir à la suite de leur fin de cursus universitaire. Donc tout ce qui est RQTH et tous les dispositifs, si c'est Cap Emploi, GFIP ou la FIP, etc. Et donc, moi aussi, je rencontre des étudiants donc en situation de handicap ou bien mes collègues
qui sont soit conseillers d'orientation, conseillers d'insertion professionnelle ou des psy-EN, et parfois qui m'orientent des étudiants qui ont des besoins spécifiques ou auxquels aussi on peut orienter auprès du SSE, puisque au SSE, on peut retrouver des médecins, des psychologues, des psychiatres, des gynécologues, etc. Et bien sûr, le service handicap, s'il y a besoin d'aménagement pédagogique. Par exemple, je vais vous mettre un petit peu en contexte. Nous avions une étudiante qui a eu des besoins spécifiques. Donc, elle a été dans un premier temps accompagnée par le pôle handicap. Elle avait des problèmes d'expression orale. Et lorsqu'elle avait eu des questions sur mon master, parce qu'elle est actuellement en L3, elle veut passer en master, nous avons fait un rendez-vous avec ma collègue donc, du service handicap et moi-même sur sa question de poursuite d'études. Et le fait de discuter ensemble de ce qu'on peut faire pour justement que l'étudiant puisse vivre correctement sa vie d'étudiant, d'avoir toutes les réponses à ses questions concernant ses aménagements et les aides possibles, ça rassure tout simplement. Et ce que nous faisons également, c'est qu'en mois de juillet, nous accompagnons les futurs nouveaux étudiants à nous rencontrer et à faire également la visite de nos établissements, puisque nous avons des locaux pas forcément toujours faciles en termes d'orientation, de couloirs, d'étages, etc. Donc le fait de leur permettre de visualiser dans quel établissement ils vont pouvoir étudier, ça permet justement de les rassurer avant d'entrer à la fac. Et pour me concernant aussi, j'anime une formation sur la sensibilisation du handicap qui est très très chouette. J'ai donc accompagné des étudiants, c'est notamment des L3, donc sur la sensibilisation du handicap, et j'ai pu faire intervenir justement des étudiants en situation de handicap pour parler de leur vécu, un petit peu comme aujourd'hui ou hier. Ils ont pu échanger avec les différents étudiants sur leur vécu, les aménagements, comment ils vivent leur vie au quotidien. Et donc mon groupe d'étudiants par la suite a pu intervenir au sein d'un lycée pour justement sensibiliser sur le handicap et pour devenir eux-mêmes des ambassadeurs du handicap. Et c'était très 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 sympa pour pouvoir échanger les uns avec les autres. Et pareil, donc moi j'ai aussi un peu la casquette donc sur le doctorat. Donc pareil, il y a un lien entre le SSE, le pôle handicap, et bien sûr le pôle recherche, puisque certains de nos étudiants qui finissent leur master souhaitent poursuivre vers un doctorat. Et là aussi, nous pouvons accompagner pour justement que le doctorat se fasse dans des conditions optimales. Voilà. Et donc là, justement, le petit diapo que j'ai fait avec tous les cercles, c'est justement pour que vous puissiez visualiser à quoi ça ressemble, enfin, justement, la coopération des services des uns avec les autres. Merci beaucoup. Donc on voit que c'est un mode de collaboration entre services qui a mis une personne au centre de la collaboration. Une seule tête, mais beaucoup de casquettes apparemment. Personne qui donc peut répondre à plein de sortes de questions, dont le handicap, mais pas seulement du handicap, et pas dans le service handicap. Donc c'est quelque chose qui est important. Je dirais d'une certaine façon que le service handicap, si tout va bien dans l'université, service ou quel que soit son nom, c'est un des services qui demande le plus de travail aux autres. Parce qu'il a besoin, et pas de travail pour travailler à sa place, mais parce qu'il a besoin de tous les autres pour que ça fonctionne bien. Alors, au début, c'est un peu gênant de demander de travailler aux autres, puis on s'aperçoit qu'en fait, on les aide aussi à travailler grâce à notre action. On passe maintenant à une seconde intervention. Et je vais essayer d'aller directement sur la bonne. C'est la suite, je crois. Vous m'entendez? Oui. Alors, Fabienne Rakitic, coordinatrice de la mission handicap au service de la vie universitaire de l'Université de Strasbourg. Et moi, je vais vous parler culture. Alors, comme le dit un proverbe africain, un homme sans culture, c'est comme un zèbre sans rayures. Et si on considère que finalement la culture, c'est un levier
pour promouvoir la diversité, la différence, mais aussi pour collaborer sur des sujets qui ouvrent à l'intérieur de nos sphères, mais aussi et surtout, et vous le verrez, on est vraiment à la frontière avec les collaborations internes et les collaborations externes sur la thématique de la culture. On va aussi aller vers la culture et vers l'extérieur et vers le territoire directement avec cette question-là. Alors oui, Cindy, je veux de la culture dans ma vie, c'est vraiment ce qu'on a essayé de faire avec des publics à besoins spécifiques, et je vais vous expliquer comment on a fait, comment on a aussi voilà, répondu parfois à un dilemme, comme on en parlait hier et encore aujourd'hui. Ça peut partir en effet d'une impasse. Hier, on parlait d'une impasse. On est dans une impasse et on doit répondre à ce dilemme-là par cette impasse pour sortir de l'impasse. Ça peut être une difficulté. Nous, ça a été finalement, le processus s'est mis en route par, ça commence par une question ou par une problématique. La question, c'était de se dire, et je vais vous donner 2 exemples, hein, le service universitaire de l'action culturelle de l'Université de Strasbourg avec lequel on a commencé à travailler, et puis aussi le Jardin des Sciences qui promeut aussi la médiation culturelle. Et à travers ces 2 exemples-là, comment on a fait, comment ça a démarré et comment ça a donné envie finalement de travailler ensemble. Donc la première question, c'était avec le SUAC, c'est qu'est-ce qui freine finalement l'accès à l'offre culturelle des étudiants en situation de handicap, que l'offre culturelle soit interne ou qu'elle soit externe à l'université. Et avec le Jardin des Sciences, c'était notamment avec le nouveau planétarium qui a été inauguré l'année dernière, c'est comment améliorer l'accessibilité du nouveau planétarium, sachant que c'est un bâtiment neuf qui répond aux normes d'accessibilité, mais est-ce qu'on peut aller plus loin? Est-ce qu'on peut dépasser la norme et passer finalement de la norme à l'usage? Et comment on peut adapter finalement avec la collaboration de publics qu'on connaît? Alors ça démarre par une question et finalement c'est impulsé par une envie commune. Alors tout à l'heure, Marie-Pierre disait, il y a un petit post-it qu'on laisse sur le bureau du collègue à côté. Tiens, on a un petit projet machin dans les tuyaux, où ça peut démarrer par, moi ça a démarré par au détour d'une réunion qui n'avait rien à voir avec la question du handicap. Tiens, il y a le service culturel, là, on n'aurait pas envie de travailler ensemble. Là, ça fait longtemps qu'on dit qu'on va travailler ensemble, puis on ne l'a jamais fait, etc. Donc ça a démarré comme ça. Par une envie commune. C'est souvent, il faut bien le dire aussi, une envie qui est portée par des personnes, parce qu'on a une appétence soi-même à la question culturelle, parce qu'on est tourné aussi vers la culture, parce qu'on a des activités culturelles dans sa vie personnelle, et parce qu'on fait partie de ce service handicap, ou de structurer chacun dans nos sphères de façon différente, et on va avoir envie peut-être de développer cet aspect-là. Il faut le dire, c'est souvent de l'interpersonnel au départ, et puis, pourquoi pas? Enfin, si ça démarre comme ça, c'est bien aussi. Donc, c'est un goût partagé pour la question culturelle, la question de la culture. Et finalement, alors nous, on avait cette chance-là, c'est que dans notre fonctionnement à l'université, on a un réseau de référents handicap. Ils sont 100 dans les composantes et dans les services et dans les directions. Et il s'avère qu'on avait aussi 2 points d'appui par 2 référentes, donc au SUAC et au Jardin des Sciences. Donc, ça nous a aussi permis de mobiliser ces personnes-là ressources pour se dire, allez, maintenant, on y va, hein, ça suffit, on se regarde comme ça souvent dans le blanc de l'œil, mais là, on y va et on va commencer à faire des choses ensemble. Donc, c'est ce désir aussi d'améliorer l'inclusion des publics à besoins spécifiques. Et finalement, après, de ce désir commun, de cette question de ce désir commun, naît finalement une rencontre. Et puis, on se dit, allez, on se rencontre, on se met autour de la table, et qu'est-ce qu'on a envie de faire ? Alors, ça a été la première chose, c'était de se dire, on avait une question de départ, comment on va faire pour y répondre ? Alors, je vais vous parler aussi des échecs, en tout cas des difficultés qu'on a pu rencontrer. On s'est dit, ah non, on va quand même pas faire une enquête avec un questionnaire sur quelles sont les pratiques culturelles, pourquoi vous n'avez pas envie d'y aller, quels sont les freins. Ils vont pas répondre. Donc, on n'a pas fait ça. Par contre, on s'est dit, tiens, si on les invitait à un spectacle, avec une adaptation du spectacle en question. Donc, on est allé chercher auprès de nos partenaires extérieurs. On a une offre culturelle importante à Strasbourg. On a d'abord été questionner une salle de spectacle qui s'appelle Le Maillon, et qui justement se disait, tiens, dans notre offre culturelle, on a un spectacle qui va être en audio description et qui va aussi, on peut proposer une animation, en tout cas une invitation pour des étudiants à besoins spécifiques à faire une découverte tactile par exemple, des éléments de décor, des éléments qui ont participé à ce spectacle-là. Donc, on a fait comme ça. Et donc, on a posé une question aux étudiants, on leur a envoyé un petit mail. Et on s'est dit,
et si on allait au spectacle? Ça, c'était le mail, tout simplement, un petit mail tout simple. Et si on allait au spectacle et on dit, voilà, le Maillon propose un spectacle. Donc là, vous voyez une photo du spectacle qui s'appelle 23 fragments de ces derniers jours. Vous avez envie de venir voir cette représentation, mais vous n'osez pas. Vous avez peur d'être seul, d'y aller seul. Vous pensez que la culture, c'est pas pour vous. Votre situation de handicap vous freine. Et on a démarré comme ça. On s'est dit, super, avec un petit message comme ça, tout simple, ils vont venir, ils vont répondre. Eh bien, on a fait chou blanc. Eh ben non, ils n'ont pas répondu. Alors, on s'est dit, bon bah, qu'est-ce qu'on fait? Alors, il y en a quand même un qui a répondu. Un étudiant qui s'est dit « Ah, ben peut-être, mais franchement, alors je suis déficient visuel, ça me tente bien, mais j'y suis jamais allé à la culture. » Donc, vous imaginez bien qu'on ne l'a pas lâché, celui-là. On l'a dit « Ben non, on va y aller ensemble, on va vous accompagner. » Donc, on a mis voilà, les moyens qu'il fallait, l'assistant d'études bien, le référent handicap, tous ceux qui voulaient l'accompagner. Il était super entouré, finalement. Et il est venu au Maillon et il a participé. Donc, c'était le seul. Hein. C'est pour vous dire qu'il faut être humble. Il faut y aller à pas et vous verrez que quand on ne se décourage pas, ça produit ses effets. Mais voilà, c'était pas évident au départ. Donc, voilà, il est venu, je vous lirai après son témoignage, mais avec le JDS, finalement, la question, c'était en effet comment rendre encore plus accessible le planétarium, donc sous le ciel étoilé. Comment ça fonctionne l'audiodescription, comment ça fonctionne les sous-titrages, est-ce qu'on n'aurait pas envie de faire un parcours usagé? Donc on a fait un parcours usagé avec les personnels de l'université, avec les étudiants en situation de handicap, et on les a invités à venir à une projection en avant-première. Donc c'était pas encore inauguré, le planétarium, donc ils étaient super flattés, ils se sont dit waouh. Et puis on est associés et on leur a dit ben voilà, on fait un parcours avec le JDS, on fait un parcours usagé, on vous fait un questionnaire et vous allez répondre sur tout ce qui ne va pas, bien que le bâtiment soit complètement aux normes. Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer? Comment on pourrait adapter davantage? Et ils ont répondu. Alors là, ils ont répondu, ils sont venus assez nombreux. Ils étaient une dizaine, que ce soit des personnels ou des étudiants. Donc, on l'avait ouvert à l'ensemble de la communauté. Et ils ont tout noté. Et on a fait aussi avec des personnes sourdes, on a fait la projection en avant-première d'un film. Et ils nous ont dit, par exemple, les sous-titrages sont beaucoup trop bas, ça ne va pas. Nous, on n'arrive pas. Le débit est trop rapide aussi. Donc, ils nous ont donné plein d'indications pour améliorer. Et ça a démarré finalement comme ça. Le petit témoignage, quand même, je vais mettre mes lunettes parce que je suis un peu aussi handicapée. Le petit témoignage de l'étudiant, le seul qu'on a tenu, il nous a dit, alors il nous a envoyé spontanément un petit message en disant je tiens à exprimer ma gratitude pour cette remarquable initiative. La sortie culturelle du 24 février pour assister à 23 fragments de ces derniers jours a été une expérience profondément enrichissante et immersive. Elle a offert une approche unique en permettant de véritablement s'impliquer et vivre dans la construction de la pièce, ce qui a ajouté une dimension particulière à notre perception du spectacle. L'accompagnement proposé a également été remarquable, offrant une immersion totale dans l'univers artistique présenté. La visite tactile a permis une exploration sensorielle approfondie, tandis que l'audiodescription a été essentielle pour saisir chaque détail et nuance des œuvres. Dans l'ensemble, cette expérience a été un voyage à la fois sensoriel et intellectuel, ouvrant de nouvelles perspectives sur l'art contemporain et sa relation avec une réalité individuelle. Je suis impatient de participer à de nouvelles aventures. Il a participé depuis. Donc voilà. Donc, c'était plutôt construit et on voit vraiment l'apport pour cet étudiant-là et le fait que ce soit accompagné et qu'il y ait du plus finalement autour du spectacle. Donc, fort de cette première expérience, on a continué. Donc voilà, on consolide, on se dit, voilà, on en a 1 ou 2 ou 3, et puis ça donne envie finalement d'aller plus loin. Parce qu'on se dit, on ne va pas se décourager, même si c'est 1, même si c'est 2, même si c'est 3. Ça va créer cette envie-là, ça va donner des exemples, et puis les étudiants pourront s'y témoigner. Donc, on a fait avec le service des actions culturelles, et là, on s'est associé au TNS. On a la chance d'avoir un théâtre national à Strasbourg. On s'est tout de suite associé au TNS qui voulait s'ouvrir aussi à l'université. Donc, on a fait, l'université étant un acteur important aussi, donc ouvert aussi sur la vie culturelle. Et donc, alors déjà, le SUAC a ouvert en interne ses ateliers accessibles avec toujours un message aussi, formulaire d'inscription. Vous avez des besoins spécifiques, nous sommes là pour en prendre compte. Est-ce que vous avez besoin de matériel, etc. Et avec une formation aussi de tous les intervenants pour chaque atelier sur la question du handicap. Donc, ils sont vraiment moteurs.
Et puis, on a été plus loin donc, avec le TNS et on a ouvert en fait un atelier d'écriture avec la résidence de Lorraine Marx, qui est une actrice qui a fait 2 spectacles de représentation au TNS cette année. Et on a proposé, on y est allé, mais on n'a pas forcément fléché ça ou axé ça handicap. On a fait vraiment à l'ensemble des étudiants, avec une notification particulière. Si des étudiants avaient des besoins particuliers, eh ben, qu'ils nous le fassent savoir. Et elle a organisé donc, un atelier d'écriture qui s'est tenu avant ces représentations au TNS sur plusieurs temps. Sur la question de l'intime et du politique. Donc, c'était un thème très fort. Et on a eu, parmi ces étudiants, ils étaient 12, hein, il y en a 4 qui étaient en situation de handicap, donc qui ont joué le jeu de l'écriture. Ça a donné lieu donc à la possibilité pour ces étudiants-là de participer aux 2 spectacles de Lorraine Marx avec la prise en charge des places par la carte culture. Donc vous voyez le lien avec le SUAC. Et on a organisé aussi une table ronde au TNS avec l'ensemble sur le territoire, hein, ouverte à tout le monde, avec vraiment aussi un apport scientifique de chercheurs qui travaillent sur ces questions-là. Donc on voit bien le lien aussi avec la culture, l'université en tant que un organisme de recherche et de formation. Et voilà. Et aujourd'hui, donc, les quelques textes qui ont été produits, ça a été assez fort, hein, ce travail-là, vont être présentés, donc ça c'est la prochaine étape, vont être présentés lors de la présentation de la saison 25-26 du TNS. Et les auteurs ou autrices vont pouvoir lire leurs textes devant le public qui sera là. Sur le JDS, donc, comme je disais, parcours usager, et puis aussi on est allé plus loin, on a aussi co-préparé, co-animé une journée de formation complète pour les personnels du Jardin des Sciences pour travailler sur la question de l'inclusion et la sensibilisation au handicap. Et voilà, une fois, pour terminer, hein, finalement, ces envies-là, cette question-là, la façon dont on y répond, humblement, tranquillement, avec de plus en plus d'étudiants, en tout cas on espère qu'ils vont participer à ces actions-là, ça permet aussi de structurer finalement les projets à venir. On n'a pas besoin de conventionner à chaque fois, hein, c'est pas utile toujours, mais ça nous rend visibles, ça nous a créé des liens entre nous, ça nous a envie d'aller plus loin, et là justement on a envie de continuer de façon aussi plus structurée et plus lisible dans le prochain schéma directeur, c'est vraiment de proposer des parcours accompagnés de médiation et de découverte culturelle en interne et en externe, avec une bonne lisibilité en fait de tout ce qui se passe sur le territoire. Et voilà, définir aussi chez nous, parce qu'il y a des spectacles qui se font aussi à l'université, une fois par an au moins, un spectacle qui peut être une fois en autodescription, un chant signé. On a des professionnels qui font du chant signé aussi. Avec aussi la possibilité d'utiliser des gilets vibrants. Et c'est, voilà, pourquoi pas de conventionner avec le TNS ou avec d'autres partenaires, mais on y va étape par étape. Et on aimerait bien, sur le Jardin des Sciences, parce qu'on a un quartier qui s'appelle la Neustadt à Strasbourg, qui est le planétarium, le Jardin des Sciences et le musée zoologique qui va ouvrir cette année, d'en faire peut-être un modèle finalement d'inclusion culturelle, avec, en le rendant visible à la fois sur le territoire et puis aussi en interne à l'université. Donc voilà, c'était un exemple. Moi, je trouve que la culture, c'est aussi un merveilleux levier pour aller aussi rendre lisible ce qui se passe sur le territoire, sur notre territoire. Et voilà, le maillage se fait, il y a des allers-retours en permanence avec les services internes, mais aussi avec l'offre culturelle territoriale, et les partenaires, ils sont en fait ravis parce qu'ils se disent mais oui, mais au fait, ouais, l'université, c'est pas que de la formation, il y a aussi des chercheurs et qui peuvent nous aider aussi à réfléchir sur des thématiques sur lesquelles on travaille nous aussi par rapport voilà, au spectacle qu'on propose. Voilà, merci. Merci beaucoup. Alors, on a c'était deux témoignages très différents avec vraiment du partenariat et de la coopération interne et externe particulièrement riche et structurelle ou thématique, etc. C'est, en tout cas, si vous êtes dans un établissement comme le mien,
ça donne envie d'essayer de faire les deux, donc de travailler sur une partie humaine dans laquelle on peut réunir une personne à la croisée de plusieurs compétences, et aussi de travailler sur une partie culturelle qui, dans certains établissements, n'est pas la plus développée du monde, et donc dans lequel on pourrait investir le champ du handicap et le champ de l'accompagnement accessible. Alors, pour casser un peu le rythme, parce que c'est comme ça que je travaille, je casse toujours le rythme, de toute façon je suis incapable de tenir le rythme, je vous propose qu'on passe à des questions, parce que j'ai peur que si les 3 témoignages se suivent sans arrêt, il soit difficile de revenir sur des questions sur le premier et sur le deuxième. Donc, est-ce que vous avez des questions, Oui, on voit là, par ici. Et peut-être aussi à distance, s'il y en a quelques-unes ou quelques remarques. Merci pour ce témoignage. Je me posais des questions par rapport à ce que vous avez recensé comme action d'accessibilité, du coup, qui n'était pas... ça a été quelques exemples qui n'étaient pas suffisants au planétarium après sa construction. J'ai parlé justement pour les sourds et malentendants du fait que sous la coupole étoilée, quand il y a des commentaires ou quand il y a des diffusions de films, le sous-titrage n'est pas du tout calibré comme il faudrait. Le contraste n'est pas bien, la vision est trop haute ou trop basse, et le débit finalement de passage des sous-titrages était trop rapide pour certaines personnes. Ils nous ont dit aussi c'est trop... Alors, ce n'était pas que des étudiants, hein, il y avait des gens aussi de la cité, hein, et ils nous ont dit aussi c'est trop complexe. Donc, j'ai envie de dire parfois, pour certaines personnes, le film qui est destiné plutôt à un public plus jeune ou plus adolescent leur convenait mieux en termes de compréhension, parce que c'est déjà compliqué de comprendre les étoiles, la Voie lactée, mais et donc il y a un travail d'adaptation finalement de langage simple. Et ça a été révélé par les usagers, par leur expertise. Et après, sur les déambulations aussi, l'accueil au planétarium, il y avait des choses qui n'allaient pas non plus. L'accueil était trop bas ou trop haut, donc ils ont réaménagé pour être sûr de répondre vraiment à l'usage. Merci. Une autre question? Moi, j'en ai une en attendant qu'on passe le micro, s'il y en a une autre en salle. Et vous avez eu, je ne sais pas, quand tu as parlé de planétarium, je me suis dit, et le handicap visuel? Parce que le planétarium, on le regarde, mais si on ne voit pas bien ou on ne voit pas. On est dans l'audio-description. Donc vous là, avez une audio-description. Exactement. Donc là, il y a aussi une audio-description qui est très bien faite. Et les personnes aussi sont intervenues pour qu'on améliore cette audio-description. Du côté droit, là. Et après... Non, c'est bon. Merci. Merci pour ces 2 témoignages. Fabienne, est-ce que ça a donné lieu, par exemple, à une sorte de partenariat, de convention entre, par exemple, le théâtre et l'université pour pouvoir cadrer les choses? On a vu tout à l'heure que c'était nécessaire de cadrer les choses. Alors, je pense que ça l'est en interne. Peut-être aussi que ça l'est en externe pour pouvoir justement définir un programme plus large, plus ambitieux et aller plus loin. C'est la prochaine étape. Comme je le disais, on en est là aujourd'hui, et les prochaines réunions sont sur un conventionnement avec le TNS et le Maillon, peut-être pour démarrer, et puis peut-être qu'on va y adosser après d'autres salles de spectacle, mais on va y aller tranquillement. Ok, merci. Voilà. Oui. Bonjour, Stéphane Brunat de Nantes. Moi, j'avais une question assez terre à terre, mais qui a son importance dans tout projet, c'est la question du financement. L'accessibilité représente un coût, l'audio-description notamment, Chansigné, qui demande du temps aussi, et des acteurs, des professionnels. Comment ça peut être financé? Est-ce que c'est des cofinancements? Enfin voilà, j'imagine que c'est aussi dans le projet en fait des éléments qui comptent et qui sont réfléchis également. Sur le Jardin des Sciences, c'est un financement qui est propre au Jardin des Sciences, donc un financement université. Donc c'est vraiment des mesures qui sont budgétisées par l'université. Il y a une vraie référente handicap, elle s'appelle référente inclusion au Jardin des Sciences, et il y a un budget dédié à cette question-là. Donc c'est vraiment l'établissement qui met au pot. Et puis après, si on parlait
possibilité d'utiliser des gilets vibrants, etc. Là, on est en train de faire un travail de mutualisation de ces outils-là, parce qu'on s'est rendu compte, alors avec un autre partenaire qui est le Palais des Congrès à Strasbourg, ils avaient 3 ou 4 gilets vibrants qui n'étaient jamais utilisés. On s'est dit, c'est quand même dommage. Donc si on pouvait se les prêter, il y a aussi l'espace Django, qui est aussi un autre espace culturel qui utilise aussi des gilets vibrants, mais eux, ils les utilisent pas mal. Mais se dire, finalement, sur le territoire, on a du matériel qu'on pourrait se mettre à disposition avec une vraie identification de quel spectacle on flèche, comment on l'inscrit dans un programme à l'année et comment on se prête finalement du matériel pour qu'il ne dorme pas dans les tiroirs et qu'il soit vraiment utilisé. Donc il y a toute cette réflexion-là qui est mise en place entre le prêt finalement et le financement de choses qui sont indispensables. Sur le plan du financement aussi, pour Claire, quand on est comme ça à la croisée des chemins de plusieurs services, à qui tu piques l'argent dans chaque service ou tu as ton argent à toi ou... Alors non, c'est surtout le service santé étudiant. Pour le coup, c'est quasiment que ça. Et encore, tout ce que je mets en place financièrement ne coûte pas cher. Ça fait partie, c'est vraiment attribué à mes missions. Donc le problème ne se pose pas régionalement. Oui, okay. Tout à fait. C'est ça. Merci. Encore d'autres questions? Alors... Ah bon, pardon. Juste, donc une question, Xavier Carnin de l'UNIASL. Le ministère de la Culture est l'un des 11 ministères de tutelle de l'enseignement supérieur. Il y a une nouvelle référente handicap, haut fonctionnaire référente handicap, Madame Roy aussi, qui souhaite aussi développer des actions par rapport à ces établissements. Je me demande comment est-ce qu'on pourrait faire travailler ensemble les établissements aussi, donc qui dépendent sous tutelle du ministère de l'enseignement supérieur et sous tutelle du ministère de la Culture pour œuvrer sur des actions communes d'accessibilité de la culture dans ces villes universitaires, voilà, d'une manière plus large. Il peut y avoir du partage d'expertise et d'expérience et de moyens aussi par le ministère de la Culture. Je vais répondre moi. Effectivement, c'est l'extension de la visée de l'enseignement supérieur hors du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, c'est une vraie question. Il y a plein de ministères, une dizaine, qui ont des formations supérieures et qui ne sont pas forcément avec tutelle de l'enseignement supérieur et de la recherche. Alors, Alain va peut-être pouvoir en dire plus, mais déjà au niveau d'Apache, on a cette année été sollicité pour faire le lien avec le ministère de la Culture, c'est-à-dire qu'un groupe qui s'est créé au ministère de la Culture pour travailler sur l'accompagnement des étudiants en situation de handicap dans les écoles, notamment les écoles d'art du ministère de la Culture, nous a demandé à Apache de leur faire des formations de manière à ce qu'ils apprennent à faire l'équivalent de ce qu'on fait dans nos établissements, dans les établissements du ministère de la Culture. Donc on fait des formations de leur personnel actuellement. Et deuxième chose, il y a certains de nos établissements qui incluent des établissements du ministère de la Culture, avec les regroupements, tout ce qui a été inventé par nos gouvernants pour mettre des établissements ensemble à certains moments. C'est le cas dans mon université, par exemple, où une des écoles d'art contemporain du ministère de la Culture fait partie de l'université. Et dans ce cas-là, ça peut se passer en interne, où en fait, au début, on se parle un petit peu en se croisant, en disant « il faudra qu'on fasse quelque chose », et puis un jour, on fait quelque chose. Et on travaille pour nos personnels et nos étudiants en situation de handicap. Donc là, c'est des actions de terrain, mais il y a sans doute aussi des actions qui viennent plus de la gouvernance, oui. Oui, alors, donc effectivement, sur ce sujet, mais c'est intéressant, je rebondis sur ton exemple, parce que quand on est venu ici, en Bretagne, qu'on a rencontré Anne pour la première fois, c'est une question qu'on avait évoquée. Et Anne, tout de suite, nous a fait exactement la même réponse que toi. Elle nous a dit « Ah, ben nous, on a dans notre périmètre un établissement de la culture avec lequel on travaille régulièrement, donc on va l'associer. » Donc, dans la salle, il y a des gens qui viennent de la culture. Alors d'abord, on a associé le ministère de la Culture, qui est présent aussi dans la salle, avec une représentante. Et vous avez pu voir la circulaire, comme je vous l'ai dit, c'est une circulaire interministérielle. À chaque fois, maintenant, nous engageons des actions. C'est la logique que nous avons. C'est-à-dire que les étudiants, ils ne sont pas uniquement dans notre ministère, ils peuvent être parfois à l'agriculture, à l'armée, voilà, dans des tas d'autres ministères. Donc du coup, nous essayons d'avoir une politique transversale. Ça veut dire que nous en faisons la proposition systématiquement à tous les autres ministères. J'ai même Sandrine derrière qui parfois râle en me disant « mais tu ne peux pas inviter toute la terre entière comme ça ?» Je lui dis « bah oui, mais ça sert parfois. »
Alors, tu auras un droit de réponse d'ailleurs, après. Donc, si on parle du sport de haut niveau, on a fait signer 8 ministères. Voyez, donc c'est une logique effectivement qu'on essaie d'adopter régulièrement. Après, tous les ministères ne sont pas toujours prêts à s'engager de la même manière parce que ça a un impact. Je pense par exemple aux armées qui est venu vers nous et qui nous a dit c'est super ce que vous avez fait, mais moi, si j'impose ça dans tous mes établissements, donc je peux le dans un ou deux établissements, dans certains, mais pas dans tous. Donc vous voyez, bon, il y en a qui adaptent aussi du coup la réglementation. Mais voilà, en fait, si tu veux, Xavier, les choses existent, je pense, à l'échelon local, comme le disent Anne ou Pierre, et puis à l'échelon national, nous, on est systématiquement dans cette logique-là. Et je t'en parlerai même un peu tout à l'heure en clôture. Je pense que j'essaie même d'avoir un raisonnement même qui va au-delà de la France, d'être dans une approche plus européenne aussi. Alors je laisse répondre Sandrine. Sandrine pour le droit de réponse officiel. Voilà, donc pour le droit de réponse, vous avez remarqué que j'ai été stigmatisée avec les doigts, voilà, donc globalement, nous adorons nous chahuter. Donc ça, c'est la première chose. Après, pour les signatures des circulaires, elle n'est pas tout à fait interministérielle. Elle a été travaillée en interministériel, mais avec les modifications gouvernementales, elle a été un petit peu rapidement signée, on va dire, ce qui n'a pas empêché que les travaux aient été faits conjointement avec les ministères. Également sur le guide que l'on a rédigé, les ministères ont participé. Donc, ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas signataires qu'ils n'ont pas été consultés. Voilà. Peut-être que la représentante du ministère de la Culture ou le représentant veut bien nous en parler aussi, parce que comme ça, on ne parle pas à sa place et elle pourra nous dire... par ici. Oui, chaque année, on anime des réunions pour les référents handicap de l'enseignement supérieur culture. Et là, on est en train de réfléchir à une formation spécifique pour les écoles, en lien notamment avec le MESR et l'association Apache. Voilà, donc on pourra en discuter après si vous le souhaitez. Ah, vous avez entendu ou pas du tout? Faut que je répète? Ah, oui, alors chaque année, on organise des réunions pour les référents handicap de l'enseignement supérieur culture. Et là, ce qui est ressorti, c'était le besoin en formation des référents handicap. Donc, on a pris contact avec l'association Apache. Et en lien notamment avec le MESR, on réfléchit à une formation spécifique pour les référents de notre périmètre. Voilà. Donc, je pense que le thème de la formation est essentiel dans ce genre de métier qui est émergent dans certains domaines. Et donc, on va arriver à faire une formation... spécifique ou pas spécifique d'ailleurs, parce qu'il faut réfléchir à la spécificité de chaque école. On est tous spécifiques, mais finalement, nos formations sont relativement généralistes et efficaces. Une question à distance, beaucoup plus pratique, sur la communication aux étudiants sur les dispositifs qui existent. Comment vous communiquez spécifiquement aux étudiants en situation de handicap? Est-ce que vous utilisez des listes de diffusion ou d'autres relais? Oui, nous, je peux répondre, mes collègues aussi, mais nous, on a une mailing list. Les étudiants souhaitent ou pas être dans la mailing list. On leur demande l'autorisation et ils savent qu'à partir de là, ils vont avoir toutes les informations qui peuvent les intéresser. Et ils y répondent ou pas, ils s'en saisissent ou pas. Et puis après, il y a le site de l'université, il y a plein d'autres vecteurs et puis les réseaux sociaux, bien sûr. Alors, on recasse le rythme, parce que c'est comme ça qu'on avance. Et on continue donc pour notre troisième témoignage. Et je vais faire avancer... Ah non, peut-être que tu peux le faire avancer toi-même, c'est ça? Oui, en plus on te fait travailler. Je ne reviendrai pas. Encore un cran. Si. C'est bon? Voilà. Très bien, donc... Je me présente, je suis Karine Lassagne, je travaille pour le service commun de documentation de l'Université de Montpellier, donc SCD de l'UM. J'ai 2 fonctions au SCD. Ma première fonction, ce n'est pas celle d'aujourd'hui, c'est que je suis responsable de la formation des usagers aux compétences informationnelles pour le premier cycle, pour tous les étudiants de premier cycle, sachant que c'est une université qui dispense des disciplines donc en... droit, éco, gestion, Sciences Po, santé et sciences. Voilà.
Donc ça, c'est ma première casquette. Mais ma deuxième casquette, c'est que je suis également chargée de mission handicap pour tout le SCD. Voilà. Et c'est à ce titre que j'interviens aujourd'hui. Donc je m'excuse pour l'état de ma voix, qui n'est pas celui qui devrait être. La faute à un méchant virus. Alors donc, Marie-Pierre disait tout à l'heure, quand la BU est au courant, eh bien à l'UM, la BU est plus qu'au courant parce qu'elle est moteur en fait. Le service commun de documentation de l'UM est moteur sur ces questions-là. Je vais vous présenter très brièvement ce que fait la mission handicap. Non, on peut rester là-dessus. Non, on peut rester là-dessus. Hop, on va y arriver. C'est une université multisite et nos BU également sont multisites. Hein. Le service commun de documentation, ça veut dire le réseau des bibliothèques universitaires. Donc nous avons 12 BU sur plusieurs villes, essentiellement à Montpellier, mais également à Nîmes et à Béziers. Et donc dans la mission handicap que je pilote, j'ai 5 référentes que j'encadre fonctionnellement. Donc leur tâche principale, c'est de mettre en œuvre au quotidien notre offre de services adaptés. C'est une offre que nous avons, on va dire, développée vers 2011 et que nous enrichissons assez régulièrement. Donc je vais vous expliquer en quoi elle consiste. Globalement, l'idée, c'est quand même de faciliter l'accès au BU et à la documentation. Petit passage vers les stats en diversité. Donc, les chiffres de l'année dernière, sur les 1826 étudiants suivis, c'est essentiellement quand même des troubles du langage et de la parole à hauteur de 27% qui sont représentés à l'UM. Voilà, je vous laisse regarder les autres chiffres que je ne vais pas détailler, bien sûr. Donc, que faisons-nous au sein de la mission handicap du SCD? En fait, nous allons donc assurer la mise en œuvre des services adaptés dans toutes les bibliothèques. Donc, c'est très important de dire que cette offre se déploie de manière uniforme, complètement harmonisée dans toutes les BU. Et même, en fait, au niveau des bibliothèques de l'université Paul Valéry, il y avait une collègue de l'UPV hier qui intervenait. Et nous avons ici, dans ce cas-là, un déploiement en fait, qui est interuniversitaire dans ce cas-là. Alors, comment ça se passe? En fait, la première porte d'entrée, c'est la mise en place d'un statut spécifique dans ce qu'on appelle notre SGBM, c'est-à-dire le gros outil qui nous permet de gérer tous les flux à la fois de documents et d'étudiants. Donc, notre SGBM s'appelle ALMA. Et donc, dans ce SGBM, nous avons un statut spécifique qui s'appelle « En situation de handicap », qui a été créé au départ. Et dès lors qu'un usager a ce statut-là, eh bien, miracle de la science, donc tout va s'ouvrir pour lui en termes de droits de préélargis, par exemple, ou de possibilités de réservation en ligne de salles et d'espaces de travail. Et également, il aura accès à un service de demande de documents adaptés qu'on appelle plus communément l'agrément Platon. Et donc, tous ces services, cette offre qui compose les services adaptés, nous communiquons dessus. Alors, comment est-ce que nous communiquons? Nous éditons depuis le début, en fait, depuis 2011, essentiellement 2, voire 3 documents. Donc, le premier document, c'est une brochure d'une 30aine de pages que nous éditons en interne et 2 flyers. Un premier flyer qui est une version étudiante, en fait, une synthèse des équipements avec une entrée par équipement, c'est-à-dire je cherche tel équipement, où est-ce que je vais pouvoir le trouver, dans quel BU je vais pouvoir le trouver, alors que la brochure va être une vue synthétique à la fois des services mutualisés que nous proposons en termes documentaires, mais aussi une double page en planche de chaque bibliothèque qui va détailler tous les éléments qui vont permettre à l'étudiant de préparer sa visite. Donc, où ça se trouve, qu'est-ce qu'on y trouve, comment on y vient, est-ce qu'il y a un ascenseur, est-ce que c'est de plein pied, est-ce qu'il y a des étages, voilà. Donc, tous ces éléments qui vont permettre de préparer la visite sont situés dans la brochure. Et nouveauté de l'année dernière, en fait, en diversité, nous a demandé de préparer également un flyer pour les agents en situation de handicap qui permettent également d'informer les agents sur ce qu'ils peuvent trouver au niveau du SCD, puisqu'en fait, même très souvent, les agents de l'université ne savent même pas qu'ils ont accès aux bibliothèques et ne savent pas déjà techniquement qu'ils ont accès.
et ils ne savent pas quel intérêt ils pourraient avoir à les fréquenter. On sait qu'on a des agents qui préparent des concours, par exemple. Donc, nos BU proposent des fonds de prépa concours. On a également quelques fonds de loisirs en termes de romans, de BD ou bien, par exemple, d'apprentissage des langues. Donc, tout ça, c'est accessible également. Et ce flyer donc, a été fait cette année à la demande d'En Diversité. Ces documents, donc la brochure et les 2 flyers, en fait, sont créés en interne par le SCD, sont imprimés et sont remis pour une grande partie à En Diversité qui en assure la distribution auprès de ces publics. Donc lors des rendez-vous de rentrée ou de déclaration auprès d'En Diversité, il y a une information qui est faite individuellement à chaque étudiant ou à chaque agent avec comme support la brochure, le flyer ou autre. Mais bien sûr, ces documents se retrouvent en format numérique, en PDF sur notre site, sur le site des BU. Est-ce que je peux ouvrir le lien ici ou pas? Ça fonctionne, oui. On va avec contrôle peut-être, non? C'est bon. Je pense que ça a quitté la présentation, mais c'est pas grave. Alors voici la page. Comment? Alors petit partage d'écran pour nos collègues à distance. À distance, vous allez voir bientôt l'autre page. Désolée, je vous fais travailler. Oui, c'est cette page. Voilà, donc vous voyez heureusement ici... qu'il y a des informaticiens, parce que sinon on serait mal. C'est surtout, mais merci. Donc vous voyez ici la page particulière du site du SCD de l'UM. La page est accompagnement des personnes en situation de handicap, où vous allez pouvoir trouver pas mal d'informations, et notamment tous les liens qui vont permettre d'aller, par exemple... alors ça va peut-être quitter le partage à nouveau. Je vais juste montrer la brochure. On va tenter le coup. Soyons joueurs. Alors, je vais tenter de la main gauche. Ça mouline. L'assistant est en embuscade. On a perdu le partage, j'imagine. Ah, formidable. Donc, voici ce à quoi ressemble la brochure. Oui. Ça mouline vraiment. Donc vous avez, très rapidement, vous avez donc tous les services mutualisés qui sont présentés, avec évidemment des liens qui vont permettre d'aller sur les différents... on a par exemple 2 applications, Library Mobile et Affluence. Affluence qui permet de réserver des salles en ligne. Et voici la première bibliothèque dans laquelle je travaille, je suis basée géographiquement, où toutes les informations permettent de préparer sa visite et de savoir ce qu'on va y trouver. Alors... je vais tenter de repasser sur... voilà, je finis sur cette page-là. Donc, les rebonds vers le Affluence qui permet la réservation. Ici, les liens vers les flyers dont je vous parlais tout à l'heure. Flyer qui va détailler en fait les équipements adaptés par BU pour les étudiants et le flyer pour les agents. Et ici, vous avez le lien vers le formulaire de contact qui permet la demande de fourniture de documents adaptés dans le cadre de l'agrément Platon. Alors, je tente de revenir vers la présentation. La dernière fois que je vous fais travailler, promis. Alors, c'est pas le bon... Attends, voilà. Encore un petit peu. C'est bon, stop, c'était avant. Oui, parfait, merci beaucoup. Merci. Donc voilà pour un petit aperçu de la page accompagnement sur le site du SCD.
Nous formons également régulièrement les agents du SCD, alors via des ateliers de sensibilisation, qui ont été créés il y a à peu près 2-3 ans. Donc j'ai créé en fait 5 modules d'ateliers de sensibilisation que j'ai finalisés avec les référents de la mission handicap. Ces modules peuvent fonctionner indépendamment les uns des autres ou sont clipsables entre eux pour en faire une journée entière. Donc le premier module s'appelle Panorama des handicaps. Le deuxième, Focus sur certains handicaps. Le troisième porte sur la dyslexie. Le quatrième sur l'accessibilité physique des bâtiments. Et le dernier sur l'accessibilité numérique des documents et des sites web. Donc c'est une formation qu'on a jouée en fait en grande partie au moins pour les 3 modules, les 3 premiers modules depuis 2 ans et demi et que j'ai refaite pour les nouveaux agents qui sont arrivés au SCD depuis septembre. Donc je l'ai rejoué il y a à peu près 2 semaines. Alors, ça ne... Ouais. Alors, où se situe le partenariat avec Handiversité, qui est le service handicap de l'UM? Eh bien, il est là, ne désespérez pas, il arrive. En fait, nous travaillons beaucoup avec Handiversité, vraiment de manière très régulière et sur plusieurs aspects. Nous sommes sollicités tous les ans par Handiversité pour l'actualisation de leur guide pratique des étudiantes en situation de handicap, puisque le SCD a une page en fait dans ce guide. Donc, nous sollicitons tous les ans pour cette mise à jour. Je vous ai parlé tout à l'heure d'un statut en situation de handicap dans notre SGBM ALMA. En fait, ce statut, il a un caractère relativement automatisé parce que dans l'ENT des étudiants, il y a une tuile qui s'appelle Handi et qui a été développée par notre DSIN de l'établissement avec Handiversité. Et dans cette tuile, en fait, hormis le fait que c'est une appli de gestion des demandes d'aménagement, où les étudiants vont pouvoir cocher leurs différents handicaps, pathologies, troubles, etc., demander des aménagements, déclencher le workflow des rendez-vous auprès d'Handiversité, eh bien, il y a une petite case supplémentaire qui va permettre en fait, de demander l'accès aux services adaptés en BU. Et c'est le fait de cocher cette petite case qui va déclencher un pont informatique entre l'appli Handi et ALMA, notre SGBM, et qui va aller impacter directement le statut des étudiants. Donc leur statut se change automatiquement et de là sont raccrochés, par exemple, l'élargissement des droits de prêt, etc. Et le fait qu'ils puissent ensuite, sur vérification des collègues en bibliothèque, qu'ils puissent réserver des salles de travail particulières. Voilà. Donc sur la page web d'Handiversité, il y a un rebond vers le site web que je vous ai montré, dont je vous ai montré une page particulière tout à l'heure. On a également une co-gestion du service de demande de documents adaptés, puisque avec le lien vers le formulaire que je vous ai montré tout à l'heure sur la page, eh bien, en fait, à partir du moment où l'étudiant clique sur envoyer sur le formulaire, en ayant fait sa demande de documents, quel auteur ou quel sujet ou quel titre, etc., quel format informatique de sortie il veut, avec tout un tas de champs à remplir. Eh bien, en fait, dès lors qu'il clique sur envoyer, 2 agents Handiversité réceptionnent également avec nous, Mission Handicap, les demandes. Et ces agents-là vont être valideurs, vont donner le feu vert, en fait, puisque le formulaire est sur une page tout à fait accessible à n'importe quelle personne sur le site. Donc, ça pourrait être même par erreur que quelqu'un veuille un document et puis clique sur le formulaire et le demande. Or, c'est vraiment réservé au public empêché de lire. Donc, cette cogestion se fait en amont, puisque Handiversité met son feu vert en disant oui, mais cette demande est bien légitime, vous pouvez la traiter selon votre circuit. Nous avons des partenariats de temps en temps par rapport à l'évolution des services ou des espaces que nous proposons. Handiversité a donc le projet d'acquérir des fauteuils de repos cocon pour les étudiants et étudiantes en situation de handicap, et notamment les neuroatypiques, et souhaiterait faire une mise en test dans des espaces de BU, notamment à la BU Sciences et ou à la BU Richter, en fonction de ce que le budget permettra d'acquérir comme nombre de fauteuils. Je ne vais pas me lancer dans l'ouverture du mail, je vous rassure, du lien, pardon. Et donc, je vous parlais tout à l'heure de ce flyer informatif pour les agents que nous avons mis en place avec un prisme vraiment, voilà, vous êtes agent en situation de handicap, les BU sont faites pour vous aussi, vous y êtes inscrit par défaut, vous n'avez pas besoin de faire de démarche.
Et oui, il y a plein de choses que vous pouvez trouver pour vos besoins, soit professionnels, soit personnels et de loisirs. Donc, venez. Merci beaucoup. Voilà, et j'en ai terminé. Les collaborations avec les bibliothèques sont parmi les plus anciennes, parfois pas très développées, mais parmi les plus anciennes. Et au niveau national comme au niveau local, on travaille tous sur l'accessibilité des documents écrits et qui aide énormément l'accessibilité pédagogique. Donc je pense que ce sont des sujets très, très porteurs actuellement. Est-ce que nous avons des questions dans la salle? Là, il y a une belle hola. Oui, c'est ça. Le hola. Oui, j'avais une question. Est-ce que les étudiants qui cliquent sur le site, c'est des étudiants qui ont déjà un avis médical ou pas? Est-ce que moi, par exemple, si j'ai un problème de vue, que je souhaite un livre à plus haut caractère, mais j'ai pas de reconnaissance, est-ce que je peux quand même en bénéficier ou pas? Oui, quand vous dites le site, c'est le formulaire en fait, pour demander des documents adaptés. Donc le prérequis, c'est bien expliqué sur le formulaire dès le début, c'est qu'il faut être déclaré auprès d'Endiversité pour pouvoir bénéficier du service. C'est vraiment le feu vert, hein, c'est en fait une obligation réglementaire aussi. Hein. C'est auprès du ministère de la Culture, là il y a une représentante dans la salle. C'est à ce à quoi on s'engage quand on monte les dossiers, hein, qui sont assez conséquents. Il y a deux niveaux en fait auxquels l'établissement peut prétendre, un niveau inscription, un niveau agrément. Nous avons le niveau agrément qui est le niveau le plus haut. Il n'y a qu'une douzaine d'universités en France qui l'ont. Hein. Donc il s'agit du système Platon, c'est ça? C'est ça, oui, Platon. Donc il faut vraiment respecter. Voilà, le garant, c'est Endiversité. Je ne peux pas savoir que l'étudiant est légitime si Endiversité ne donne pas son feu vert. Il y a 3 questions de suite. Voilà. Juste sur la réglementation, Amandine Rochdy, donc chargée de mission handicap à l'Université Toulouse-Jean Jaurès, nous, on avait ce dispositif où il fallait être déclaré pendant très longtemps au pôle des étudiants en situation de handicap, mais ce que nous avait fait remonter Léa Bouillet, qui était la responsable du SCD au sein de notre université, c'est qu'aujourd'hui, une simple déclaration sur l'honneur permettait en fait aux étudiants de ne pas pouvoir, avoir la possibilité de pouvoir bénéficier des aménagements à la BU sans avoir les aménagements par le pôle des étudiants en situation de handicap. C'est ce que j'avais cru comprendre aussi. Et donc nous, c'est ce qu'on a mis en place depuis 1 an, en fait, où les étudiants peuvent passer par l'un ou par l'autre. Alors c'est effectivement plus compliqué, et nous, la peur, c'était de se retrouver submergés au SCD sur les aménagements. Et en fait, cette année, ça a très bien fonctionné, et... Ça marche pas. Il est mort. Ouais. Je parle du micro. On a 3 personnels Platon dans l'université. On n'a pas eu plus de demandes, mais en tout cas, les demandes sont plus ciblées et plus rapides aujourd'hui. Donc, en tout cas, je crois que réglementairement, c'est plus une obligation de passer par le pôle des étudiants en situation de handicap. D'accord. Alors, nous, on a eu l'agrément à l'été 2023 et on s'est engagé en ce sens, de ce que je vous ai décrit dans les dossiers. Donc là, on ne peut pas changer en cours de route, en fait, notre manière de fonctionner, mais je prends bonne note de votre organisation différente. Encore une question, oui. Oui, moi j'avais. Ça marche? Oui. J'avais une question plus technique. En fait, vous réalisez bien les adaptations vous-même, c'est-à-dire à partir de fichiers numériques que vous avez obtenus par Platon, vous les adaptez vous-même ou est-ce que vous externalisez, vous contactez des associations? Alors non, on n'externalise pas. Pour l'instant, on a eu trop peu de demandes. En fait, il y a plusieurs moyens d'obtenir des fichiers. On est quand même équipé d'une caméra haute définition et d'un logiciel qui est couplé à cette caméra qui s'appelle OpenBook, qui est fait pour ça, en fait, hein, pour les déficients visuels. Dès que vous placez une page sous la caméra, ça va immédiatement scanner le texte et le rendre dans le format que vous avez défini. Alors souvent, c'est du .doc. Dans le logiciel OpenBook. Donc il y a cette possibilité-là. Ensuite, sur le catalogue Platon, on peut trouver certaines choses. Et sinon, c'est la demande aux éditeurs via la plateforme. C'est ça aussi le principe de Platon. Merci. Si vous ne connaissez pas du tout Platon ou si vous connaissez un petit peu, ça vaut le coup de s'y intéresser. C'est pas très facile d'y entrer, c'est pas très difficile non plus, mais ça vaut le coup de s'y intéresser, vraiment. Surtout si vous voulez monter des dossiers pour avoir des niveaux inscription ou agrément.
Ben, merci beaucoup. Encore à toutes les deux, j'allais dire à toutes les trois, mais elle a couru vers son train. Donc merci beaucoup pour tous ces échanges qui démontrent comment on peut coopérer.